Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette vidéo, on va attaquer la notion de struct. Alors qu'est-ce que c'est qu'un struct? J'ai parlé des structs dans une vidéo précédente très brièvement. En fait, un struct, c'est un objet qui est un petit peu similaire à un tableau, mais qui a tout de même quelques différences majeures. Donc quelle est d'abord la similarité d'un struct avec un tableau? Eh bien en fait, un struct, c'est au même titre qu'un tableau, un objet qui permet de stocker plusieurs éléments. Donc ça c'est la première chose, c'est la première similarité qu'il y a avec un tableau. Néanmoins, au niveau des similarités, on s'arrête un petit peu ici. On verra qu'il y en a encore une, mais on va d'abord parler des différences. Alors, quelles sont les différences entre un tableau et un struct? On a vu qu'un tableau pouvait contenir des éléments d'un même type. On ne pouvait pas stocker plusieurs variables de type différentes à l'intérieur d'un tableau. Lorsqu'on déclarait un tableau, on doit préciser son type et tous les éléments qui seront ensuite stockés dedans seront forcément de ce type-là. Ce qu'on a vu également par rapport au tableau, c'est qu'un tableau, il est indexé. C'est-à-dire que grâce à l'implémentation de l'opérateur crochet dans les objets tableaux, ça nous permet en fait d'avoir un indexage. J'avais dit indexation dans la vidéo sur les tableaux, c'est pas du tout l'indexation, c'est l'indexage, excusez-moi de m'être trompé de mot. Et cet indexage permet en fait de retrouver chaque élément de notre tableau en fonction de son index, de son numéro d'index si vous voulez. Il n'y a pas d'indexage dans un struct. Un struct peut contenir différentes variables, mais ce n'est pas grâce au crochet qu'on y accède. On y accède grâce à un opérateur qu'on va introduire dans cette vidéo et qui est l'opérateur point. En fait, l'opérateur point, il est un petit peu similaire à l'opérateur de déréférencement étoile sur un pointeur. C'est-à-dire qu'en fait, l'opérateur point, à la suite du nom de notre struct, va pouvoir nous permettre d'accéder à ses membres, aux données qui se trouvent à l'intérieur de notre struct. Et ces données, elles peuvent varier. Effectivement, dans un struct, on peut stocker différents types de données. Non seulement des types de variables différents, donc des int, des chars, des floats, etc. mais aussi, par exemple, des pointeurs, des références. Et on verra par la suite qu'on peut même stocker d'autres choses, d'autres objets, comme par exemple des classes. Alors, une autre similarité avec les tableaux, c'est le fait que tous ces objets, toutes ces variables, toutes ces données qu'on stocke dans un struct sont stockées en mémoire de manière contiguë, au même titre qu'un tableau. On verra ça en fin de vidéo, je vous montrerai qu'on est un petit peu sur les mêmes esprits qu'un tableau. Alors, comment on déclare, comment on définit un struct, etc. Tout ce qu'il faut savoir sur le struct. Alors, il faut savoir qu'on peut déclarer un struct à l'intérieur de notre main ou à l'intérieur d'une fonction. Comme on en a un petit peu parlé dans la vidéo sur les références, sur les pointeurs, il me semble qu'on avait aussi abordé le sujet sur la vidéo de debugging. Les variables ont une portée, c'est-à-dire qu'elles ont une durée de vie. Lorsqu'une variable locale qui est déclarée, par exemple, dans des accolades, donc c'est une variable qui va être déclarée dans la mémoire pile, dans le stack, et bien sortie de ces accolades, sortie de cette portée, en fait, cette variable est détruite, elle n'existe plus. On ne peut plus après la manipuler, on ne peut plus l'appeler, on ne peut plus ni lire ni écrire dedans. Le struct, c'est un petit peu la même chose. Si on le déclare dans notre main ou dans toute autre fonction, sa portée se limitera au main, si on l'a déclaré dans le main, ou dans la variable dans laquelle on a déclaré notre struct. Donc pour cette raison, je vais déclarer un struct à l'extérieur du main, comme si je déclarais et que je définissais en fait une fonction basique. Alors, quelle est l'utilité d'utiliser un struct plutôt qu'un tableau? Eh bien en fait, il y en a plusieurs, il y en a des tonnes de raisons d'utiliser un struct. Par exemple, on a vu dans les tableaux qu'on pouvait stocker les lettres de l'alphabet dans ces derniers, dans un tableau. Mais imaginons qu'on veuille par exemple créer un objet qui va stocker des variables de type différent. Par exemple, je ne sais pas, une voiture. Si on veut déclarer un objet de type voiture, à l'intérieur, on veut y stocker plusieurs informations, comme par exemple sa marque, son modèle, sa vitesse maximum, sa vitesse d'accélération de 0 à 100. Je sais pas, je donne des exemples comme ça tout à fait aléatoires. Eh bien, dans un tableau, on peut pas faire ça. Dans un tableau, on serait obligé de déclarer ce tableau pour qu'il ne stocke que des variables de même type. Or, on ne veut pas ça. On veut créer un objet de type voiture. Donc on va déclarer un struct qui va être de type voiture. Pour ce faire, il suffit de taper le mot-clé struct, donc pour indiquer au compilateur qu'on est en train de déclarer un objet de type struct. Ensuite, on lui donne un nom, on va lui donner par exemple le nom voiture, et on ouvre les accolades. Là, vous voyez qu'automatiquement, il a mis un point-virgule. C'est important le point-virgule. Si vous le mettez pas, ça compilera pas. Et maintenant, en fait, tout simplement, ce qu'il nous reste à faire, c'est de déclarer nos variables, en fait, nos membres, les variables qui se trouvent à l'intérieur de notre struct voiture. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait déclarer? Par exemple, un string qu'on va appeler modèle. Ensuite, un autre string qu'on va appeler marque. Ensuite, un unsigned integer, par exemple, on aurait pu prendre un int, mais là, étant donné que je vais déclarer la variable vitesse, physiquement ou mathématiquement, une vitesse peut être négative, mais là, pour une voiture, on va dire que c'est pas le cas, et on considère que, par exemple, la marche arrière fait partie aussi de l'évaluation de la vitesse. Donc, vitesse max, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait déclarer un float, qui va être le prix. Une fois qu'on a fait ça, comment on fait pour se servir d'un struct en fait? Parce que là, on vient de déclarer, si vous voulez, le modèle. Le côté abstrait de la déclaration de notre struct est fait. Mais maintenant, comment on peut l'utiliser en fait? Eh bien, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une variable qui va être de type voiture. Tout comme on le ferait si notre variable était de type integer. Et en fait, si on déclare ici voiture, eh bien le compilateur va tout de suite reconnaître qu'il s'agit d'un struct avec la déclaration et la définition qui va avec, c'est-à-dire l'implémentation qu'on a fait dans la struct voiture. On va l'appeler par exemple ma voiture.
Et voilà, là on a déclaré notre première variable de type voiture qui est de type struct. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour initialiser en fait ces membres, initialiser les variables qui sont à l'intérieur de notre struct? Eh bien, il y a deux façons de le faire. La première, qui est la plus fastidieuse, consiste en fait à appeler notre variable, à utiliser l'opérateur point. Alors l'opérateur point, comme vous pouvez le voir, regardez ce qui s'affiche ici. Lorsqu'on l'utilise, après notre variable de type struct voiture, on a toutes les variables, tous les membres en fait qui font partie de notre struct voiture. Donc on voit que les variables sont vraiment propres, si vous voulez, aux variables de type struct voiture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple assigner une variable de type string. Donc une variable de type string, il faut obligatoirement, étant donné que c'est une chaîne de caractères précisée, qu'il s'agit cette fois de double cote et pas de simple cote. On n'est pas dans un char. Et là, par exemple, on va mettre modèle Clio. Ensuite, on fait de même pour la marque. On va initialiser à Renault. On fait la même chose avec l'opérateur point pour notre vitesse max qu'on va mettre, par exemple, je ne sais pas, à 250. Et on va terminer avec l'initialisation de notre dernière variable et on va mettre par exemple 10 000.f. Voilà, comme ça on sait que c'est un float parce qu'évidemment il peut y avoir des centimes. Bon là c'est une voiture donc en général on va pas chipoter pour 50 centimes mais j'ai préféré quand même utiliser ce type de variable. Alors ce qu'il faut savoir sur l'opérateur point, c'est que c'est un opérateur qui est la priorité sur la plupart des opérateurs, voire tous. Donc si par exemple vous décidiez d'utiliser un autre opérateur comme par exemple la somme, l'opérateur plus ou l'opérateur moins, vous seriez obligé d'utiliser les parenthèses pour préciser que vous voulez faire une somme avant de déréférencer, si je puis dire entre guillemets, votre variable. Je reviendrai sur ça plus tard lorsqu'on commencera à aborder les opérateurs de portée, l'opérateur flèche d'un pointeur ou l'opérateur point plus en détail. Là, simplement, sachez que cet opérateur point est prioritaire par rapport à quasiment tous les opérateurs. Alors j'aimerais juste revenir sur quelque chose dont je pense sur lequel j'ai pas assez mis l'accent. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsqu'on déclare une variable de type struct, donc il faut savoir que c'est un objet comme un autre, c'est une variable, tous les objets sont des variables finalement. C'est pas parce que c'est un struct et qu'il a plusieurs données à l'intérieur que c'est pas une variable, au même titre qu'un tableau. Un tableau c'est une variable aussi. Mais sur quoi j'aimerais vraiment appuyer, c'est le fait que lorsqu'on déclare une variable de type struct ou n'importe quel autre type de variable d'ailleurs, une classe ou autre, et bien en fait vous instanciez cette struct. C'est-à-dire que vous n'initialisez pas les valeurs de toutes les structs de type voiture, vous êtes juste en train d'instancier et d'initialiser les valeurs de votre variable que vous avez appelée par exemple ma voiture. Vous ne touchez qu'à elle, vous ne touchez pas à d'autres voitures. Lorsque vous déclarez voiture, ma voiture, eh bien vous déclarez votre voiture, donc votre objet ma voiture, mais qui est une instance, donc un objet de type struct voiture. Vous ne faites pas de modification sur tous les objets de type voiture. Je voulais être précis parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut tout de suite comprendre. Ça va fonctionner de la même manière pour les classes. Donc vraiment, je pense pas avoir assez insisté, donc je voulais quand même revenir dessus. Maintenant, si je souhaite afficher les valeurs qui se trouvent dans mes variables de type, dans les variables de notre struct, je peux simplement faire ceci. Il n'y a pas de problème si je fais ma voiture point marque, que je recopie la ligne encore 3 fois pour afficher toutes les variables. Là, je modifie, je mets modèle. Ici, je mets vitesse max. Et ici, je mets prix. Je lance le programme. Et là, vous allez voir que on va avoir toutes nos variables, tous nos membres qui sont initialisés, qu'on a initialisés. Donc Renault, la marque, Clio, le modèle, la vitesse maximum 250 en km/h. Et le prix 10 000, donc en euros ou peu importe. Bon, vous avez peut-être la même réflexion que vous avez peut-être eu lors de la vidéo sur les tableaux, c'est-à-dire se demander s'il n'y a pas une solution plus facile, moins fastidieuse, plus simple, qui raccourcit le code pour en fait initialiser et, au cas échéant, afficher les valeurs dans notre struct plus facilement. Alors la réponse est bien évidemment oui. Jusqu'à un certain point néanmoins. On ne peut pas faire comme les tableaux, on ne peut pas utiliser de boucle for et itérer en fait à travers tous les index de notre struct. Ça, on ne peut pas le faire parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas l'opérateur plus pour les structs. En revanche, l'initialisation peut se faire sur une ligne. Donc au lieu à chaque fois d'appeler la variable qu'on veut initialiser à la suite de notre struct, eh bien on peut tout simplement le faire sur une ligne et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Là, je ferme, on va supprimer tout ceci. Je peux le faire en fait dès à présent sur cette ligne-là. La ligne de déclaration de mon struct peut être aussi utilisée pour l'initialiser. Donc comment faire ? Et bien là, en fait, tout simplement, on va mettre des accolades et dans ces accolades, on va rentrer les valeurs qu'on souhaite initialiser à nos variables. Donc il faut le faire dans l'ordre. La première, c'est évidemment modèle. Donc je vais mettre Clio. Ensuite, tout comme on initialise des éléments dans un tableau, eh bien on sépare le premier élément du deuxième, etc. par des virgules. Donc là, je vais mettre Renault pour que notre exemple soit cohérent avec ce qu'on a pris avant. Là, c'est vitesse max, donc je vais mettre 250. Je vais mettre 220 pour voir qu'il y a bien une différence qui a été prise en compte par rapport à notre initialisation précédente. Et là, le prix, je vais mettre par exemple 15 000 euros. Donc 15 000. Là, je termine la ligne par un point virgule. Et maintenant, si je lance mon programme, et voilà,
on voit que le résultat est le même. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'afficher de manière plus simple les variables de notre struct? Malheureusement, non. On est obligé, pour chaque variable, en fait, de faire un appel à la fonction cout si on souhaite afficher une valeur en particulier. Alors, on pourrait afficher toutes les valeurs à l'intérieur d'un seul appel à cout, en séparant, par exemple, à chaque fois par l'opérateur chevron, comme ceci. Là, si j'affiche le modèle, que je mets en commentaire toutes ces lignes, on va voir effectivement qu'on a... Bon, là, on va mettre un espace, parce que sinon, on va avoir les deux valeurs qui seront collées. Si je lance le programme, voilà. Donc là, on a bien Renault Clio qui s'affiche. Donc, on peut le faire sur une seule ligne. Mais de même qu'un tableau, c'est un petit peu embêtant. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Avec un struct, on n'a pas le choix. Alors, dans l'absolu, il existerait des contournements pour le faire, mais on va pas faire ça ici parce que c'est bien trop compliqué par rapport aux notions qu'on a simplement vues jusqu'à présent, donc on ne va pas le faire. Sachez simplement que c'est possible. Si vous voulez vous renseigner et trouver une manière de le faire, regardez sur Stack Overflow ou sur Internet. Il y a des gens qui proposent des méthodes pour le faire, mais bon, voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Si vous voulez que je le fasse dans une prochaine vidéo qui sera peut-être hors série, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je me ferai une joie de vous montrer comment on fait. Alors, j'ai dit qu'on pouvait stocker différents types de données dans un struct. Eh bien, par exemple, on pourrait stocker un tableau. On pourrait faire comme ceci, un tableau basique, on va appeler tableau d'ailleurs, de taille 5. Et comment est-ce qu'on l'initialiserait en fait dans notre initialisation là, lorsqu'on fait appel à l'initialisation de ma voiture? Eh bien, tout simplement, en fait, on met une virgule. Et là, on rajoute des accolades en fait pour préciser qu'on est en train d'initialiser le tableau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo sur les tableaux, c'est comme ça qu'on initialise un tableau. On est obligé d'insérer les valeurs entre accolades. Donc là, par exemple, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5. Ici, pour afficher maintenant les valeurs qui se trouvent dans mon tableau, qui se trouve lui-même à l'intérieur de notre struct, on pourrait utiliser une boucle for comme ceci, int i égale 0, i inférieur à 5, plus. Là, tout simplement, je vais faire une copie de cette ligne. Je vais me débarrasser de tout ça, on n'en a plus besoin. Et là, je vais faire simplement tableau, crochet i, comme ceci. Là, si je lance mon programme, bon, vous voyez qu'on a le premier affichage qui se fait lorsqu'on fait appel à mavoiture.marque et mavoiture.modèle. Ensuite, on saute une ligne, on appelle la boucle for, on affiche tous les éléments de notre tableau qui se trouvent à l'intérieur de notre variable mavoiture qui elle-même est une struct. Pour aller plus loin, on pourrait aussi déclarer un pointeur, par exemple un pointeur vers une variable de type integer qu'on va appeler ptr. Ici, pour que ça ait du sens, il faudrait qu'on déclare une variable a, mettons, qui vaut 5. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer l'adresse de a. Le compilateur va comprendre que je veux initialiser le pointeur ptr qui se trouve à l'intérieur de ma structure, voiture, à l'adresse de a, comme ceci. Là, je me débarrasse de la boucle for, on ne veut pas que tout ça s'affiche. Et là, en fait, tout ce que je vais faire, c'est faire ptr. Et en fait, je vais déréférencer tout ça, comme ceci. Voilà. Là, si je lance le programme, et voilà, on a bien 5 qui s'affichent. On a bien assigné le pointeur qui se trouve à l'intérieur de notre struct voiture à la variable a qu'on a déclarée et initialisée dans notre main. Et là, vous voyez qu'il suffit simplement, dans les arguments d'initialisation de notre struct, de passer l'adresse, en fait, l'adresse mémoire de notre variable a ou d'une autre variable si vous en avez envie. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai abordé au début de cette dernière. C'est le fait que les adresses des objets qui se trouvent dans notre struct sont stockés de manière similaire à un tableau, c'est-à-dire qu'elles sont stockées de manière contiguë en mémoire. On va démontrer ceci tout de suite. On va se séparer du tableau et du pointeur parce qu'on ne veut pas compliquer les choses. Là, c'est juste à titre d'exemple. Donc là, évidemment, on va avoir une erreur parce qu'on déclare des choses qui n'existent pas. On va supprimer ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les éléments de notre struct comme ceci. Ma voiture.marque, pas les éléments, pardon, les adresses des éléments, comme ceci. Donc on déréférence. Toujours mettre les parenthèses parce que là, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opérateur point est prioritaire par rapport à beaucoup d'opérateurs. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit prioritaire par rapport à l'opérateur d'accès à l'adressage mémoire, mais on ne sait jamais. Si vous avez des doutes, faites comme ceci, mettez toujours les choses entre parenthèses lorsque vous voulez que ce soit clair et que vous ne voulez pas vous tromper. Donc là, je vais le faire 4 fois. Donc là, évidemment, je vais afficher modèle. Non, d'abord modèle, excusez-moi, parce qu'il est premier. C'est la première variable de notre struct. Là, je vais afficher marque. Là, je vais afficher vitesse max. Et là, je vais afficher prix. Je vais lancer le programme et vous allez voir que... Alors, ce qu'il faut voir d'abord, c'est ceci. Donc, on va peut-être pas calculer la taille d'un string tout de suite parce qu'il faut savoir qu'un string, c'est pas seulement une chaîne de caractères, c'est pas seulement un array de char, c'est plus que ça, c'est une classe. Il y a d'autres informations, d'autres données qui sont stockées dans les strings et donc du coup, les strings prennent une taille plus importante que s'il s'agissait simplement d'un array de char. On va prendre juste l'exemple de nos deux dernières variables. Donc en fait, j'aurais pu me contenter d'afficher l'adresse de vitesse max et de prix. Regardez, là, on a cette adresse-ci, donc la B93 EFF 880. Et en fait, on voit bien que l'adresse, donc ça c'est l'adresse de vitesse max, bien évidemment. Et là, l'adresse de prix,
en fait, on voit qu'elle est exactement 4 octets plus loin en mémoire. Donc c'est la preuve que les éléments qui se trouvent dans un struct sont, à l'instar d'un tableau, stockés de manière contiguë dans la mémoire. Ça permet évidemment au compilateur d'aller beaucoup plus vite dans l'accès, la lecture, la modification des variables, des membres qui se trouvent dans notre struct. Elles sont les unes à côté des autres en mémoire et donc pour lui, c'est beaucoup plus rapide d'accéder à l'une ou à l'autre. Voilà, donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est super important pour moi. Ça me donne énormément de force pour vous sortir encore et toujours plus de contenu. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!